Bonjour. Euh, Dans son fameux essai Paris, capitale du XIXe siècle, Walter Benjamin souligne que la culture de l'affiche au XIXe siècle tente à convertir la rue en un spectacle fantastique. Il y voit l'expression d'une fantasmagorie de la consommation, convertissant les marchandises en rêves. Et ce qui fait des dispositifs marchands des espaces féeriques. Le contraste entre les couleurs des affiches et la grisaille de la rue, les représentations d'objets désirables dans des cadres souvent joyeux, contribuent à charger la culture marchande de nouvelles significations. Il n'est pas étonnant que parmi les marchandises qui s'affichaient sur les murs de la ville, les productions renvoyant au divertissement et aux imaginaires de la fiction aient tenu une place toute particulière. Alors que les affiches vendent des marchandises culturelles, spectacles, journaux, romans, elles mettent directement en scène des espaces de projection imaginaires, des récits de fiction ou des divertissements qui sont représentés sur l'affiche et qui, déjà, nous arrachent au quotidien. En ces affiches se rencontrent donc les dynamiques du dépaysement des fictions et des divertissements et celles de la consommation. Les annonces pour des pièces de théâtre, de spectacles, de divertissements populaires, mais aussi de romans feuilletons, de journaux comiques illustrés et de périodiques de toutes sortes, s'affichent ainsi sur les murs de la ville, faisant de l'affiche un élément essentiel de cette nouvelle culture du divertissement de masse. Si l'on examine par exemple la photographie suivante, alors à cette distance vous ne voyez pas grand-chose, mais vous verrez un peu mieux quand on s'approchera. Si l'on examine cette affiche, on voit bien un mur d'affiches de toutes sortes, mais si on regarde de plus près, on se rend compte que parmi ces affiches, il y a de gauche à droite une publicité pour la salle Parisiana, une grande affiche de feuilleton, très abîmée, mais on peut deviner que c'est un feuilleton du matin, une loterie, une publicité pour la salle Olympia, une affiche pour un autre roman feuilleton, cette fois-ci dans le Petit Parisien, pour un roman de Jules Marie. Alors on ne voit pas le titre, mais on voit bien qu'il s'agit de Jules Marie. En dessous, vous avez une autre affiche pour un concours Jules Marie, c'est-à-dire un concours à l'occasion de la sortie d'un roman feuilleton, et encore à côté, une publicité pour une course du Veldiv. Et donc vous voyez qu'en fait, ce mur est en quelque sorte une vaste publicité pour la culture de masse, la culture de divertissement qui se développe à cette époque. Mais avec ces couleurs vives, ces scènes spectaculaires, alors les couleurs vives, vous ne les voyez pas encore, mais vous les verrez un peu plus tard, ces images de gaieté ou de drame, l'affiche est en elle-même un spectacle. Elle multiplie elle-même des scènes de cirque, des scènes de mélodrame, des moments de crime spectaculaires propres au roman feuilleton. Autrement dit, alors est-ce que j'en ai des affiches? Pas encore, je vous les montrerai après celle-là. Autrement dit, le spectacle de fiction, le spectacle de divertissement est déjà sur l'affiche. Néanmoins, l'efficacité de l'affiche tient à ce qu'elle est en réalité prise dans tout un réseau d'images avec lesquelles elle entre en résonance, qui la portent et lui donne sa signification. Ainsi, les affiches de feuilletons et de publicités de journaux doivent se penser dans leur relation avec les unes... Je passe celle-là finalement. Les affiches de feuilletons doivent se penser en relation avec les unes des journaux, par exemple, ou avec ce qu'on rencontre dans les devantures des kiosques. Un kiosque à journaux ou une mercerie, comme ici, ou une papeterie, propose toute une série de unes de journaux qui sont comme de mini-affiches que les gens peuvent regarder de la même façon. On s'arrête devant le kiosque pour regarder, eh bien, alors vous ne voyez pas très bien parce que l'image est de qualité réduite, mais on peut reconnaître Le Bon Vivant et d'autres journaux comiques, des journaux, ce qu'on appelle des journaux romans, c'est-à-dire des journaux spécialisés dans la publication de romans en feuilleton, en épisodes. Bref, toute une série de promesses de récits qui sont des promesses illustrées déjà comme des affiches. Et on s'arrête devant le kiosque pour regarder les unes des journaux comme on contemple des affiches. À l'instar, par exemple, de ces badauds qui contemplent en devanture d'un kiosque, vous avez la vendeuse qui elle-même lit un journal
dans l'ouverture du kiosque à journaux, qui regarde toute une affiche de faits divers qu'il contemple un peu comme un spectacle. On voit bien cette logique du spectaculaire. Et dans cette culture de l'affiche, il faut compter tout un ensemble de produits comme par exemple les livraisons illustrées qui sont distribuées dans la rue au moment de leur lancement, les cartes postales, les images, qui font en quelque sorte un spectacle de divertissement de la rue, et de la rue le lieu de la mise en scène de la culture de masse et de la culture de divertissement. Alors il existe bien des explications à cette relation qui existe entre l'affiche et ces productions du divertissement qui se développent à l'époque. D'abord, l'affiche est comme le journal un des maillons essentiels de la culture de masse qui se met en place au XIXe siècle. On pourrait dire que ces deux éléments sont vraiment le point de départ de la culture de masse. D'abord, le journal, dans sa forme moderne, et l'affiche se développent au même moment. On dit que l'affiche est vraiment lancée dans sa forme moderne grâce à Jean-Alexis Rouchon, qui lance, en déposant en 1844 une technique nouvelle d'application des couleurs sur le papier, les conditions de possibilité de l'affiche moderne. Et 10 ans plus tôt, et même un peu moins de 10 ans plus tôt, en 1836, Émile de Girardin invente avec son journal La Presse le journal moderne, c'est-à-dire le journal bon marché pour l'époque, financé par la publicité, recourant à des principes de séduction comme le feuilleton. L'un et l'autre, l'affiche et la nouvelle forme du journal, peuvent être considérés comme le point de départ de la culture médiatique moderne. Et ce lien va rester central. Ainsi, comme le montre Dominique Khalifa, les années 1860 vont voir une accélération du développement de la culture de masse, d'abord avec le lancement des journaux à grand tirage, comme Le Petit Parisien, ensuite avec le recours à de nouvelles stratégies de vente, comme les grands magasins, qui font du recours à l'affiche un moyen essentiel, une condition essentielle de leur développement. Donc, on pourrait dire qu'affiches et journaux appartiennent à cette même culture qui va rendre possible le développement d'une culture médiatique et marchande, donc d'une culture de masse. Le journal et l'affiche appartiennent à une culture de l'imprimé, une culture de l'imprimé qui apparaît dans la rue, on l'a vu, et une culture donc qui repose sur deux grands principes de communication, outre le papier bien sûr, le texte imprimé et l'image. Et on peut dire donc qu'il existe une continuité entre le monde du journal et celui de l'affiche, les deux étant des moyens de communication liés par des mêmes modes d'expression. Tous deux s'inscrivent par ailleurs dans une culture de masse, l'affiche en essayant de vendre les produits de la manière la plus large possible par leur médiatisation, et le journal en essayant de vendre le plus grand nombre d'exemplaires et en reposant sur un principe de publicité qui le lie à la culture marchande. C'est cette relation de l'affiche à la culture de masse et à la culture médiatique, dont elle est un rouage essentiel au XIXe siècle, c'est cette relation que je voudrais questionner ici. Et je le ferai en m'appuyant avant tout sur un type d'affiche, les affiches de romans feuilletons. Alors pourquoi ces affiches ? Parce qu'en elles se mêlent les principaux traits que j'ai esquissés dans cette introduction. D'abord, le roman feuilleton appartient à cette culture du divertissement qui se développe à l'époque. Il est lié à la culture médiatique, à la culture du journal, et il est lié à la culture marchande parce qu'en réalité, le roman feuilleton a pour but premier de vendre le journal. Alors, comme je vais essayer de le montrer encore, un autre intérêt de cette relation et de l'affiche de roman feuilleton, c'est que l'affiche de roman feuilleton nous permet de circuler dans cette culture de masse qui s'invente précisément dans l'époque que je vais considérer, c'est-à-dire essentiellement la Belle Époque. Parce que, vous allez le voir, l'affiche de roman feuilleton interagit avec tout un ensemble de dispositifs, tout un ensemble de sphères culturelles de la culture de masse. Alors repartons d'un constat simple. Le développement de l'affiche et celui de la presse sont tributaires d'une même histoire des progrès technologiques. Ils sont liés à la capacité à fabriquer un papier bon marché. Ils sont liés à la capacité de proposer des images de plus en plus grandes, et le journal va être de plus en plus illustré au cours du XIXe siècle. Par exemple, avec la technique du bois debout qui permet de proposer des gravures de grande taille avec une grande précision en
ne gravant plus sur le fil du bois, qui est imprécis, le fil, vous voyez les rainures du bois, mais sur le bout du bois. Et puis, évidemment, des principes de colorisation meilleur marché. Alors, ces techniques vont profiter à la fois à la presse et à l'affiche. On ajoutera que presse et affiche sont également profondément liés au développement de la publicité, je l'ai déjà dit, puisque le journal, en fait, à partir des années 30, repose de plus en plus sur la publicité et de moins en moins sur la seule vente du journal. Affiches et journaux apparaissent comme les deux principaux médias de masse avant que le cinéma ne s'impose comme troisième média de masse. Ils offrent leur relation médiatisée au monde comme première forme de culture médiatique. On peut donc dire que l'affiche et le journal sont les deux piliers de la culture médiatique qui s'invente au XIXe siècle. Alors, bien sûr, les informations du journal peuvent apparaître comme une ouverture au monde plus sérieuse, plus dense que l'ouverture au monde de l'affiche, mais dans les pages du journal, les annonces pour les soldes ou pour les spectacles sont très proches de celles des affiches. À l'inverse, pas graphiquement, elles sont très minimalistes à l'époque, mais c'est quand même une logique de la publicité qui les lie. À l'inverse, le fait que les affiches publicitaires recourent fréquemment à l'exotisme, il est temps de vous remontrer celle-ci, le fait que ces affiches recourent à l'exotisme prétendent aussi parfois représenter le monde, les lointains, la séduction des marchandises venues d'un peu partout, montre bien que l'affiche est profondément liée à une logique médiatique. Et elle est liée à cette logique médiatique parce que ceux qui recourent à l'affiche sont ceux qui en appellent à une logique de vente médiatisée. Les grands magasins cherchent à attirer un public le plus large possible et pas seulement un public de quartier. Et on pourra remarquer de grandes proximités entre certaines logiques d'affiche et certaines logiques de journal. On peut dire, par exemple, que la une d'un journal, avec le nom du journal, avec des lettres identifiables, ici c'est une affiche de roman feuilleton, mais vous reconnaissez la typographie identifiable de la manchette du matin, du titre du matin, l'identification du titre du journal et le développement des marques comme Dufayel, le grand magasin, qui se font dans le même moment, témoigne bien qu'en réalité, le journal repose sur un principe de marque médiatisée et les affiches médiatisent de la même façon leur marque. Cette proximité entre le journal et l'affiche peut se lire dans la comparaison de certains formats. Avec le développement des unes illustrées pour la presse hebdomadaire dans les années 60, en particulier pour la presse satirique, mais aussi pour les journaux romans, la une du journal fonctionne de plus en plus, on l'a vu, comme une affiche. Alors, celle-ci est plus tardive, mais vous voyez bien que ça fonctionne d'une manière assez proche d'une affiche, avec un bandeau-titre, une annonce, et puis une volonté, en quelque sorte, de mettre en scène, dans une logique publicitaire, le contenu du journal. Alors, j'ai choisi celle-ci à dessein, vous reconnaissez une illustration fameuse d'Albert Robida, qui se moque justement des logiques publicitaires, selon lui, d'Émile Zola, dans cette une d'un journal qui lui-même recourt au principe de la publicité. Donc on voit cette confusion entre critique de la publicité et recours de la publicité dans ces journaux qui étaient des journaux commerciaux. Mais on pourrait citer encore les journaux romans qui, voilà un exemple de une de journal roman, le numéro 1, qui eux aussi, donc les journaux romans sont des journaux spécialisés dans la publication de feuilletons, ils proposent plusieurs feuilletons et uniquement des romans en feuilleton, mais on voit bien que le journal cherche à produire un effet d'affiche avec sa une et qu'il invite à être regardé comme une. Et vous voyez que c'est l'ancêtre en fait des couvertures illustrées des livres, ces journaux. Couvertures illustrées qui n'existaient pas encore de la même façon, de façon aussi développée dans les livres. Sous la Troisième République, les suppléments hebdomadaires illustrés des grands journaux populaires, comme le Petit Journal, le Petit Parisien, proposent aussi des grandes unes illustrées qui fonctionnent comme des affiches. Et d'ailleurs, certains publics populaires conservaient les images les plus belles et les affichaient dans leur intérieur. Dans les kiosques à journaux, on l'a vu, dans les devantures des merceries, cette logique d'affiche, on l'a déjà vu, s'inscrit parfaitement dans la représentation avec les unes des journaux présentées attachées à des pinces à linge à l'extérieur et à l'intérieur de la boutique. Ainsi, il n'est pas étonnant que la presse
est recouru très tôt à l'affiche pour accroître encore la notoriété d'un titre. Nombreuses sont ainsi les affiches du Matin ou du Télégraphe, pour ne prendre que 2 exemples, qui mettent en avant le titre du journal en grand pour renforcer encore l'effet du titre en une du journal, mais cette fois-ci dans l'affichage de la rue. Ce recours de la presse à l'affiche tient aussi à la capacité qu'a l'affiche de rencontrer la dimension périodique de la presse. L'affiche actualise. Afficher sur un mur, c'est produire un événement médiatique, exactement comme le journal attire le public en multipliant les événements médiatiques. Grâce à l'affiche, on peut produire des événements médiatiques, par exemple en proposant, comme ici à droite, l'annonce d'une loterie, mais c'est le Matin qu'il propose, et donc c'est une relance pour le journal, mais c'est un événement médiatique. Et puis, évidemment, en annonçant le lancement d'un roman feuilleton. Et vous voyez que le Petit Parisien, il annonce le lancement de Pierre de Courcelles, Palotte, mais en réalité, cette affiche, elle sert à signaler que le Petit Parisien a 2 millions de lecteurs, et donc que c'est un journal très important, et donc on fait la publicité pour le journal, plus encore, ou en tout cas autant que pour le roman feuilleton. Lancer des romans feuilletons, c'est autant s'appuyer sur des auteurs célèbres pour attirer le public que rappeler au public que le journal a un contenu intéressant. Autrement dit, on ne vend pas seulement les feuilletons, on vend les journaux par le biais des feuilletons, ce que manifeste le tirage ici. Il en est de même pour l'un des principaux modes de diffusion des romans populaires à la Belle Époque, les publications en livraison. Alors les publications en livraison, plus personne ne sait ce que c'est. Il s'agit d'un système, mais c'est un système très important au XIXe siècle. Il s'agit d'un système de vente des romans par cahier. Très bon marché, 10 centimes généralement. On vendait par petit cahier un roman. Mais juste un roman. Et donc, ça s'arrêtait, au bout de 8 pages, ça s'arrêtait au milieu d'une phrase et il fallait acheter la suite pour avoir la suite du roman. Et à la fin, vous étiez invité à relier et vous aviez un livre. En fait, beaucoup de livres qu'on pense être des livres très coûteux du 19e siècle, des livres grand format avec un dos en cuir, vous en avez certainement vu dans les vide-greniers, dans les maisons de famille, dans les greniers, des livres grand format avec un dos en cuir. En fait, ce sont des publications en livraison, mais sous leur forme reliée. Et donc, en fait, c'était des publications très bon marché, contrairement à ce que laisse à penser l'apparence du livre. Puisque c'était vraiment de la vente sur papier journal d'un roman par petits bouts, et généralement d'un roman qui avait été publié en feuilleton auparavant. Et donc, la publication en livraison, évidemment, vous donnez gratuitement les premières pages pour attirer le public, donc vous perdez de l'argent au début, et donc il faut attirer beaucoup de monde pour pouvoir rentabiliser. Et donc, c'est un principe qui suppose de recourir massivement à la publicité. Alors, c'est ce qui explique que les murs de Paris aient pu, par moments, être couverts de ce type d'affiches, comme on s'en rend compte en regardant cet autre mur. Alors, ici, si on regarde bien, qu'est-ce qu'on repère ? On repère, c'est entouré en rouge, vous le voyez probablement, et puis j'en ai agrandi 2, on repère l'affiche de Surcouf de Launay et Mariot, qui est reproduite en plusieurs exemplaires. On repère également à 2 reprises une affiche faisant la promotion des Noces de Mignon de Michel Morphy. Et là, ce sont 2 romans en livraison. Et à gauche, on peut identifier la partie très déchirée, tout à gauche, d'un roman que je n'ai pas réussi à identifier d'Edmond Ladoucette. L'affiche est trop abîmée, je ne connais pas cette affiche, qui était probablement publiée dans un journal. On voit comment le mur est en réalité saturé d'annonces pour des romans feuilletons. C'est en quelque sorte la publicité vivante pour tous les romans qui sortent en ce moment. Donc, on voit bien l'importance de ces campagnes d'affichage de romans feuilletons. Je vais en dire un petit mot. Cette dynamique publicitaire portée par les feuilletons qui permettent de vendre les journaux, qui permettent de faire marcher la machine médiatique, explique l'importance des affiches de ce type et le fait que la plupart des journaux avaient recours à ce type d'affiches. C'est vrai aussi bien des grands journaux comme Le Matin, Le Petit Parisien, mais aussi, je l'ai dit, comme les journaux romans, comme le Journal du Dimanche ou l'Omnibus, qui sont contraints de faire des publicités comme celle-ci pour les nouveaux feuilletons qu'ils publient dans le journal roman, le Journal du Dimanche. Chaque grand roman feuilleton donne ainsi lieu à sa campagne d'affichage.
Mais comme l'a montré Benoît Lenoble dans ses travaux, dans le cas des lancements des feuilletons par les grands journaux, les affiches sur les murs ne sont qu'un élément d'une campagne publicitaire beaucoup plus large. Viennent d'abord des affiches d'annonces qui précèdent la sortie des premières livraisons. Puis commence la campagne de lancement massive. Alors les murs de la ville se couvrent d'affiches, un peu comme vous l'avez vu précédemment, qui profitent, vous savez, de cette loi du 29 juillet 1889, de cette autorisation de l'affichage public sur certains murs, et donc qui couvrent certains murs de leurs affiches. C'est parfois par dizaines de milliers que ces affiches sont placardées lors des grandes campagnes. Imaginez d'un seul coup la ville qui se couvre, les petites rues qui se couvrent de ces affiches. On distribue en parallèle un numéro spécial proposant les premières pages du roman. Alors voilà, là vous avez l'affiche pour Zygomar de Léon Sazy. Je ne sais pas si vous connaissez Zygomar, c'est l'ancêtre du Fantomas de Pierre Souvestre et Marcel Alain. Et Zygomar va être accompagné de la distribution gratuite par le matin dans un grand format, plus grand qu'un journal, des premières pages. Vous le dépliez et vous avez au dos le début du texte du roman. Et vous voyez que cette page grand format, elle peut elle-même être considérée comme une sorte d'affiche bon marché qu'on peut, bon marché gratuite en l'occurrence, qu'on peut coller chez soi si on veut la conserver. C'est pour ça qu'il reste, on trouve encore chez les antiquaires ce type de numéro de lancement. Souvent maintenant on ne voit plus le dos parce que les affiches ont été entoilées. Le même système de vente était et donc c'est distribué un peu partout dans la rue, dans tous les coins de rue. Vous avez des gens qui distribuent gratuitement ces fascicules, et de la même façon, tous les kiosques à journaux offraient gratuitement ces premières livraisons à leurs acheteurs. Il y avait même, pour les plus gros lancements, des parades, des jeux concours. On a eu un exemple de jeu concours précédemment pour le lancement du Jules Marie. On voit combien l'affiche est prise dans un système médiatique total qui fait de la rue l'un des espaces majeurs de la communication. C'est une communication qui occupe l'ensemble de l'espace public. On comprend alors pourquoi les contemporains ont pu attaquer l'affichage avec les mêmes critiques que celles qu'ils formulent contre le feuilleton, puisque les deux sont liés, et plus tard contre la culture de masse. C'est une culture marchandisée, c'est du barnomisme, c'est-à-dire de la publicité sensationnelle comme la faisait Barnum, le responsable de cirque aux États-Unis, cette logique de publicité généralisée, de superficialité, de logique de séduction. On dénonce la culture américanisée, etc. Ainsi, le lancement des romans feuilletons prend la forme d'une vaste campagne publicitaire qui occupe tout l'espace public et en passe largement par l'image, comme le montre cette affiche pour un lancement plus moderne. Ah, alors ça, c'en était un autre. Dommage, vous voyez là la première livraison, l'affiche et la première livraison avec un effet d'écho. Hein. C'est comme une logique de déclinaison sur des supports différents des mêmes logiques publicitaires. C'est un autre roman d'Edmond Ladoucette. Et alors voilà l'affiche que je voulais vous montrer à l'instant. On voit une sorte de mise en scène de la publicité dans l'affiche elle-même. C'est-à-dire que quand, comme ici, on n'a pas les moyens de faire une très grande campagne, une aussi grande campagne que les autres, eh bien, on fait comme s'il y avait des crieurs partout, il y avait du spectacle partout. Alors, cette rencontre entre les séductions commerciales et les logiques médiatiques apparaît de manière frappante dans certaines affiches de feuilletons, comme celle-ci, très impressionnante, pourtant un roman feuilleton peu connu, puisqu'il n'a été publié que dans le Petit Méridional, Marca Mahou. La mise en scène d'un crieur annonçant le drame et l'affichage au mur de la peau dépecée du cadavre, devenue affiche de chair, établissent un lien entre la logique de l'événement médiatique, du sensationnalisme et de la publicité. La peau clouée renvoie à celle d'un criminel, Pierre Vitou, alias Marca Mahou, dont la peau aurait été conservée à la faculté de médecine de Montpellier. Il semble qu'elle ait été perdue depuis, si jamais vous voulez la récupérer. L'affiche ne dit pas grand-chose de l'intrigue, mais elle propose déjà des informations clés. Le caractère sanglant, le lien avec les cultures de la presse et du fait divers. Enfin, elle produit un effet de sidération, vise à choquer le public, à produire un événement. C'est d'ailleurs une réussite,
puisque on trouve des réactions horrifiées à cette affiche dans la presse catholique. Marcamaou, c'est l'enseigne miroitante, alléchante de ce rez-de-chaussée plus original que les mots, café, liqueur, plaisir, si fréquent hélas. Et vous voyez, logique du divertissement, logique de la publicité qui est attaquée. Dans les rues de notre vieille cité narbonnaise, en entrant, vous êtes saisi à la gorge par d'âcres odeurs. Tout le monde que vous y rencontrez a des regards effrontés, des mines patibulaires. Ça, c'est la manière dont les catholiques décrivent la culture de divertissement. Ici, un roman comme un lieu de mauvaise fréquentation, de mauvais divertissement. Marcamaou est un affreux pot pourri. Petit maire, c'est le petit méridional, hein, ayant vu naguère de grandes affiches collées partout en l'honneur d'un autre journal du même acabit qui lui fait une désastreuse concurrence dans le Midi, et annonçant un roman à sensation, s'est dit aussitôt « Je ferai moi aussi des affiches plus vastes et un roman plus salé. » Les affiches ont paru, quel dégoût nous éprouvâmes à leur vue. On peut proposer un autre exemple de ces relations entre affiches et logique médiatique du journal. Cette autre affiche, Le secret de Tropman, roman de révélation. Eh bien, une affiche pour un roman feuilleton. Mais regardez comment cette affiche est présentée. Il s'agit de revenir sur un des plus grands faits divers du XIXe siècle, la fameuse affaire Tropman, qui fait référence à l'assassinat en 1869 d'une famille entière. Le criminel Tropman a été arrêté et exécuté en 1870. Autant dire que 17 ans après, son retour peut surprendre le public. Or, donc, l'affiche annonce le retour de Tropman, ou plutôt d'un de ses homonymes, puisque son nom est ici orthographié avec un seul P, ce qui semble montrer que c'est une sorte de filouterie pour jouer sur le sensationnalisme du journal de faits divers, Tropman est-il de retour, et la fiction, ici il s'agit d'un autre Tropman, pas le même, un Tropman de fiction. La fiction prend ici la forme d'un pseudo-événement médiatique. Avec sa promesse de révélation, elle joue en outre sur la confusion entre la une du journal et l'affiche du feuilleton. On constate un troisième procédé assez proche de celui de Marcamaou et de l'affiche que j'ai présentée précédemment, puisqu'il y a un effet de bascule dans le réel. Ici, la tête crève l'affiche, comme la peau clouée du criminel Marcamaou se substituait à l'affiche, comme le crieur de rue affiché se substituait, lui aussi à l'affiche, substituait sa voix à l'image de l'affiche dans l'affiche précédente. Alors même qu'il s'agit de vendre de la fiction, c'est le réel médiatique qui s'impose au lecteur via le truchement de l'affiche percée, comme si la réalité basculait dans notre monde. Ce qu'on peut identifier par ce procédé, c'est une mise en scène visuelle de ce qu'on appelle le sensationnalisme. Le sensationnalisme, c'est rendre sensible ce qui n'est que médiatique, c'est crever l'affiche pour faire apparaître le réel. C'est cette esthétique sensationnelle que je voudrais à présent développer en continuant mon trajet autour de l'affiche de roman feuilleton. On voit donc l'importance des affiches dans l'écosystème de la culture de masse au XIXe siècle. Elles sont le premier moment d'orchestration de l'événement culturel. Elles reproduisent d'ailleurs, dans une version souvent plus luxueuse et colorée, l'illustration qui figurait sur la livraison gratuite du roman. On a vu deux autres exemples précédemment, en voilà un autre. Celle-ci est en noir et blanc, mais c'est la couverture amovible du roman, en livraison, de la première livraison. Elles vendent aussi un produit. Invitant à la lecture d'une œuvre à venir, elles doivent de manière synthétique en donner une image attrayante, convaincre le lecteur de se lancer dans un achat au long cours, puisque les romans en livraison supposaient un achat qui s'échelonnait parfois sur des centaines de numéros à acheter à la suite pour obtenir le roman complet, et ça se prolongeait parfois pendant des mois entiers. Comment alors donner envie ? Comment synthétiser l'intrigue d'un roman feuilleton ? On sait en effet que ce type de récit
se perdent dans des rebondissements, des coups de théâtre, des intrigues parallèles, des retours sur le passé, des personnages qui racontent d'autres histoires, des détours successifs, un peu, en fait, comme les séries télévisées ou les soap-opéras multiplient les saisons en nous promettant toujours une suite, mais en relançant le récit avec de nouveaux rebondissements. Dès lors, il est difficile de résumer la matière d'un roman feuilleton dans une seule image, dans une seule affiche. D'autant que le dessinateur, généralement, ne connaît pas l'histoire. Il faut dire que le romancier n'a pas toujours fini d'écrire le roman, et donc que le romancier lui-même ne connaît pas toujours très bien l'histoire qu'il va raconter. Alors, comment faire ? Une des techniques, c'est de proposer des affiches polyptyques, présentant plusieurs événements. J'ai un peu agrandi pour que vous voyez, en fait, là, il y a toute une série d'images en haut qui accompagnent le moment du récit, qui peuvent ainsi donner un début d'intrigue, en fait. Un début d'intrigue ou des éléments sur ce qui va se produire. Une mère aime son enfant, un homme, de nuit, part par la fenêtre avec l'enfant, on voit bien s'ébaucher une intrigue. Dans l'autre, un drame, un personnage tombe et une femme est évanouie, un homme chasse un autre homme, on peut deviner toute une série d'éléments. En réalité, plutôt que de donner une image juste du récit, il s'agit de frapper l'opinion, parfois de faire scandale, on l'a vu avec Marc Amaou. Les affiches offrent généralement des moments de tension extrême, mettant en scène des personnages au bord du drame, homme sur le point de frapper une victime, généralement féminine, femme qui s'évanouit, comme ici, blessée, comme dans une des images là-haut, et puis autre série de drames. On fait tomber un homme par une trappe. Alors cette scène cite par ailleurs Les mystères de Paris d'Eugène Sue, et le titre Les mystères du lapin blanc est une autre façon de le citer. Vous voyez une femme emportée, un homme qui affronte un ours. On a une série de scènes suspendues qui produisent un effet de suspense à l'image qui vaut en quelque sorte pour les fameux effets de suspense des romans feuilletons qui s'arrêtaient, on le sait, toujours sur la suite au prochain épisode, au prochain numéro, qui crée de la frustration pour le consommateur. Généralement, l'action est donc sur le point de se produire, manière de mettre littéralement en suspens le récit. Cette manière de rechercher les scènes les plus fortes émotionnellement inscrit ici encore la fiche de feuilleton dans la logique médiatique du journal. Dans ses stratégies de séduction, le journal aussi doit mettre toujours en avant l'événement extraordinaire, doit annoncer des événements sensationnels. Il doit faire l'actualité, il doit dire qu'il y a de l'actualité pour se vendre. De la même façon, l'affiche dit qu'il va y avoir de l'actualité, mais du côté de la fiction. Le sensationnalisme de la presse et l'exagération de l'affiche entrent ici encore en résonance. Ils sont tous les deux une invitation à épouser les rythmes médiatiques, à se lancer dans une lecture, à relancer sans cesse la lecture, à s'attendre à devoir attendre. D'autant que l'épisode qui est mis en scène n'ouvre pas le récit. Et que, donc, le lecteur qui s'engagera dans la lecture devra attendre un certain temps avant d'arriver à l'événement mis en scène. Mais ces affiches produisent de l'attente, produisent du suspense, mais néanmoins, elles sont riches de tout un ensemble d'informations qui conduisent le passant à inférer des suites possibles, à supposer un certain nombre d'épisodes possibles. Ces affiches laissent entrevoir un récit virtuel. S'il y a suspens, c'est non seulement parce qu'on ne sait pas très bien ce qui va se passer, mais c'est aussi parce qu'on voit déjà un certain nombre d'informations suffisantes pour en déduire des éléments du récit. Alors, ces informations, elles en passent en particulier par la mise en scène de valeurs opposées. Amour et haine, innocence et cruauté, opposition d'ailleurs, qui prennent des formes souvent visuelles extrêmement élémentaires. Le blanc du mariage et le noir du deuil. La mère en noir, l'homme riche et le forçat. C'est Vidocq, j'y reviendrai, Vidocq c'est le policier forçat. Donc, on voit bien, et puis le bonheur
et le malheur. On voit bien comme on a des systèmes d'opposition synthétisés par l'image, qui sont d'ailleurs souvent relayés par le titre « Jeune veuve ». Vous avez un titre fameux, par exemple « Chaste et flétrie ». Voilà des titres contradictoires qui sont en réalité, par leur opposition, des amorces de récits. En fait, proposer des oppositions, c'est proposer déjà des sous-intrigues, des oppositions qui vont produire des tonalités différentes du récit. Bonheur et malheur, aventure et crime, amour et haine. Et cette façon de chercher à multiplier les possibilités du récit vise sans doute à séduire le public le plus large possible, les hommes et les femmes, des publics aux goûts différents. Pour toucher le plus large public, il faut lui permettre d'identifier immédiatement un certain nombre d'éléments du récit qui va s'offrir à lui. Lui en donner assez pour qu'il ait envie de lire la suite, pour qu'il identifie de quoi avoir envie de lire la suite. C'est pourquoi ces affiches doivent être avant tout stéréotypées. Le stéréotype dans ces affiches est un des moyens de séduction les plus efficaces. On dit toujours le stéréotype, c'est ce qui est sans intérêt, ce qui est bête. Non, le stéréotype, c'est un des éléments de la mécanique de l'efficacité d'une affiche qui promet un récit. Pourquoi ? Parce qu'une affiche stéréotypée, c'est une affiche dans laquelle on identifie déjà des bribes de récit. Je voudrais le montrer à partir de cet exemple. Notez déjà que cet homme qui emporte un berceau rappelle cet autre homme qui emportait déjà un berceau, un bébé dans Jenny l'ouvrière. Donc nous avons déjà un effet de stéréotype matérialisé par la répétition. Alors, quand on voit cette affiche, on devine immédiatement un certain nombre de choses. Le cadavre est celui d'une mère. L'homme qui emporte... Alors, on voit que c'est un cadavre parce qu'elle a les yeux révulsés. L'homme qui emporte l'enfant est sans doute un criminel. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut penser que c'est un criminel ? Parce qu'il a les traits sombres et torturés. Donc, c'est un stéréotype qui permet de l'identifier. Mais pour le 19e siècle, il y a beaucoup plus d'informations que pour nous. Parce qu'eux sont immergés dans ces stéréotypes. Ce sont les stéréotypes du 19e siècle, beaucoup plus que les nôtres. Alors, qu'est-ce qu'il identifie ? Le lecteur du 19e siècle identifie par la lampe, par le berceau, que c'est un cadre luxueux. Et que donc, l'enfant... Or, l'homme n'est pas habillé avec des vêtements luxueux. Donc, l'enfant de riche est enlevé par un pauvre, qui a l'air méchant. Et ça, c'est une structure type du roman feuilleton du 19e siècle, qui annonce qu'un enfant va être élevé par des criminels, qu'il va devoir retrouver sa vraie famille en grandissant, donc que ça va être un récit de l'enfant perdu et des retrouvailles avec des parents et des retrouvailles de son statut dans la société. Donc ça va être un récit de misère et de tentative pour retrouver un statut dans la société. Alors pourquoi est-ce qu'il l'identifie immédiatement ? Parce que le 19e siècle est saturé des récits de ce type, comme le montrait l'image, mais comme, souvenez-vous, Eugène Sue, Les Mystères de Paris, Fleur de Marie est liée à Rodolphe, vous savez, la prostituée pure Fleur de Marie est liée à l'aristocrate Rodolphe. Souvenez-vous, Victor Hugo, Les Misérables, Cosette est un enfant qui a été élevé par elle a été laissée par les Thénardier, mais qui l'ont élevé en lui dissimulant son origine. Pensez à Sans famille d'Hector Malot, qui finit bien, etc. Cela, le lecteur du 19e siècle, donc, l'identifiait immédiatement à l'image. Il savait ce qui allait se passer, en tout cas, quelle allait être la structure type, exactement comme nous, on identifie immédiatement un film de science-fiction ou un film policier en regardant une affiche. Des enlèvements d'enfants, il y en a un certain nombre, comme vous le voyez ici. L'un des procédés qui permet de rendre l'affiche lisible, c'est le recours à la médiation du théâtre, et tout particulièrement aux conventions du mélodrame. Les postures exagérées des personnages sont en effet empruntées au code du jeu mélodramatique du XIXe siècle. Ainsi en est-il des femmes renversées que des hommes retiennent, des gestes de supplication et des postures sans pitié ou au contraire apitoyer des différents personnages. Ce sont des postures de théâtre conventionnelles qui, du même coup, déterminent une lecture de l'image par le biais du récit théâtral, donc par le biais du récit. Autrement dit,
les postures stéréotypées de théâtre produisent du récit à l'intérieur de l'image. La théâtralité, notez-le, ne se cantonne pas aux postures. Elle se retrouve également dans l'organisation de l'image, qui obéit généralement aux conventions de l'espace théâtral. Ce n'est pas le cas des autres affiches à l'époque. Les affiches littéraires obéissent aux conventions de l'espace théâtral, avec des personnages en pied qui circulent sur une scène, le sol visible, souvent entourés de 3 murs, d'un espace scénique que le badaud peut regarder comme un spectateur regarde une pièce. Donc les personnages jouent du théâtre dans un espace qui est lui-même théâtral. Alors c'est important ce recours au théâtre, parce qu'il faut comprendre qu'avant l'invention du cinéma, le grand genre populaire, c'est le théâtre. Et donc la référence au théâtre, c'est la référence aux conventions populaires collectives que tout le monde immédiatement identifie. Il faut comprendre aussi que le roman feuilleton et le théâtre sont liés à une même culture du divertissement médiatique. Souvenez-vous de cette affiche. Je n'ai pas commenté cette image, qui est une image, cette fois-ci, de La Pocharde, de Jules Marie, mais cette fois-ci de l'adaptation théâtrale de La Pocharde. Autrement dit, le théâtre et le roman feuilleton sont liés parce qu'on adapte sans cesse au théâtre des romans feuilletons. Roger la Honte, toujours de Jules Marie, Les Mystères de Paris, toujours de Jules Marie. Et regardez les positions des personnages, elles sont très proches des positions des affiches qu'on a vues précédemment qui identifiaient les romans feuilletons. Ce que cela manifeste, c'est vraiment l'existence d'une culture commune, d'une culture, d'un imaginaire commun qui circule, d'une culture qu'on pourrait qualifier avant l'heure de culture transmédiatique. Je prends un exemple encore, cette fois-ci d'adaptation en roman feuilleton d'une pièce de théâtre, l'équivalent, si vous voulez, de ce qu'on appelle aujourd'hui pour les adaptations en roman de films, ce qu'on appelle les novélisations. On voit qu'en fait, on pourrait dire qu'il y a une sorte d'imaginaire qui circule entre les médias, exactement comme aujourd'hui il y a un imaginaire qu'on appelle transmédiatique, qui homogénéise les représentations. À ces conventions s'en ajoute une dernière, sur laquelle je passe rapidement, parce qu'elle est moins frappante sur les affiches, mais elle est très présente, c'est la médiation de la peinture d'histoire, qui est cette peinture qui représente les grands épisodes dramatiques, historiques, mais aussi littéraires et mythologiques, qui obéit à cette même théâtralisation des gestes. Vous irez voir la salle, il y a une grande salle avec toute une série de peintures d'histoire qui montrent très bien les postures théâtralisées, qui homogénéisent encore les représentations. La plupart des affichistes avaient une formation, des dessinateurs d'affiches avaient une formation académique et donc empruntaient facilement à cet imaginaire de la peinture d'histoire. Ainsi, il existe une forte homogénéité transmédiatique synthétisée dans la fiche de feuilleton, produisant une unité imaginaire de la fiction par-delà l'hétérogénéité des modes d'expression, roman, théâtre, peinture. Si le passant identifie immédiatement ce qui se passe sur la fiche, c'est parce que c'est une culture à laquelle il est très habitué. Mais la force des imaginaires de ces affiches tient aussi au fait qu'ils dépassent le périmètre de la seule fiction. Par-delà ces représentations de récits de fiction, il faut évoquer d'autres références pour le public de l'époque, par exemple celui des images, des illustrations de faits divers, puisque jusqu'à la Première Guerre mondiale, le fait divers n'est pas illustré par la photographie, mais par le dessin. Autrement dit, par une image de fiction, puisque ce qu'on représente, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu voir, qu'on est obligé d'imaginer. Et on représente, comme ici à droite, la vengeance d'un jaloux, avec les mêmes conventions que celles du théâtre et des œuvres de fiction, puisque l'illustrateur, qui n'était pas sur la scène de crime, ne peut représenter que de façon conventionnelle. Si on a conservé, bien après l'invention de la photographie, le choix du dessin pour l'image de fait divers, c'est parce que la photographie, elle ne peut photographier que la trace du fait divers et non pas le représenter comme peut le faire l'image.
images de faits divers et images de fiction partagent donc le même vocabulaire, la même présentation théâtralisée du monde, et homogénéisent encore plus les imaginaires, puisque la force de ces images tient à leur capacité à dire aussi bien le réel que la fiction. C'est pour cela qu'on peut penser que le vocabulaire stéréotypé de ces affiches, par sa répétition et sa capacité à mobiliser des modes de représentation fictionnels et factuels, cette affiche dessinait une image du monde et des rapports de force qui produisait une forme de fantasmatique sociale. Alors, cette fantasmatique sociale, on la repère dans toutes ces images, d'abord à travers l'importance précisément d'un imaginaire social mis en scène dans les images telles quelles. Les personnages sont avant tout identifiés dans les images par la classe sociale qui leur est associée. Depuis le début, on voit que certains sont des bourgeois, d'autres des ouvriers, que le décor renvoie à un type, de façon exagérée, un type de classe sociale et un type de mode de vie. Vous voyez les deux berceaux, là c'est très frappant, évidemment. La structuration de l'image en scène narrativisée tente à penser le questionnement social en termes d'opposition. Mauvais riches s'en prenant à de bons pauvres, ou au contraire, voyous assassinant de riches victimes, comme dans le fait divers du criminel emportant le bébé. Veuves démunies, criminels, etc. La question sociale est ici essentielle. Elle est essentielle parce qu'elle structure le rapport au récit. Elle structure la représentation du monde et sa mise en fiction, sa mise en récit. Le monde est cadré en termes d'opposition. C'est le cas, par exemple, des scènes de rue ou de ville, souvent nocturnes, dont la fonction première est de dessiner un cadre public symbolisant l'espace des interactions sociales, comme ici, dans cette image d'un roman d'Aristide Bruant, qui éclaire une scène de rue, mais qui, dans cette scène de rue, éclaire avant tout les affrontements ou les oppositions de classe, la misère, face aux grandes fortunes. Et une image de rue opposant misère et grande fortune, c'est un type de récit, ce qu'on appelle au XIXe siècle le récit de mystère urbain, de mystère de la ville, d'où de Paris d'ailleurs, et qui renvoie donc à des images de criminalité, de misère, mais de criminalité présentée de façon mélodramatique. Parfois même, comme dans cette image que j'ai déjà montrée, l'opposition sociale, elle est symbolisée directement par deux fois le même personnage, riche et pauvre. Ici, c'est Vidocq, qui a été, vous le savez, roi des voleurs, puis roi des policiers, et qui devient presque un personnage de fiction à force de voir son histoire reprise et racontée. Sa dimension sociale est capitale au XIXe siècle. Elle peut s'expliquer sans doute par le fait que le roman feuilleton partage des pages du journal, donc de l'actualité sociale et politique de l'époque. On sait, depuis, entre autres, les travaux de Judith Clion-Camp sur les mystères de Paris dessus, combien le lien entre le journal et la fiction est essentiel pour comprendre les romans feuilletons. Donc l'affiche code de manière synthétique la dimension sociale des fictions et les conflits qui les structurent. Elle s'articule avec des préoccupations d'ordre privé, faisant des rapports entre hommes et femmes l'un des lieux de la mise en scène du social, en particulier à travers tout un ensemble de représentations érotisées de femmes déshonorées. Et la femme déshonorée, ça n'est pas que une scène érotique, c'est aussi une scène sociale. La femme déshonorée, elle est avant tout, dans ces récits, socialement déshonorée. Et c'est à dessein que je propose l'affiche de la bête humaine de Zola pour montrer qu'il n'y a pas dans ces affiches une si grande différence entre ce qu'on considère comme du roman feuilleton populaire et de la littérature plus légitimée. Tout est homogénéisé dans ces représentations. De telles mises en scène, si elles sont promesses d'érotisme, doivent se penser dans un rapport à la pureté, le gage de pureté de la femme, qui est une question sociale. En cela, elles dialoguent avec de nombreuses scènes de drames de mariage. Alors, je vous en ai mis qu'une, j'en avais prévu deux autres, mais il y a eu un problème avec les images. Mais ces scènes de mariage, elles racontent la même chose, la même question sociale, la même question de déchéance sociale ou de tromperie sociale, selon les cas. Et plus largement,
La question du couple étendu à la famille, avec les enfants perdus et enlevés omniprésents, ressaisit également la logique de la famille en termes sociaux. L'enfant enlevé, c'est un enfant qui va connaître la déchéance parce qu'il va être élevé dans une autre famille, une famille qui n'appartient pas à la même catégorie sociale. Donc vous voyez que l'ensemble de la sphère privée est relu en termes sociaux. Le 19e siècle, le feuilleton du 19e siècle, est un feuilleton du social et l'affiche le synthétise en promettant du social au public qui est friand de cela. Ce modèle de représentation va cesser progressivement d'être majoritaire dans la littérature populaire du XXe siècle. On peut au XXe siècle, le roman policier va se dégager du social pendant longtemps, il va le ressaisir progressivement dans la dernière partie du XXe siècle, mais de la même façon, le mélodrame va se transformer en roman sentimental, et le roman sentimental se désengage largement des questions sociales. On peut tenter de voir dans cette obsession du social l'expression des inquiétudes des classes populaires, même si le lectorat était plus large que le lectorat populaire que laisse entendre l'expression littérature populaire. On peut y voir aussi une lecture du social médiatisée par la sphère privée, cadrant avec un mode d'appréhension du monde plus proche de celui du lectorat féminin à l'époque. On peut y voir surtout, selon moi, la façon dont le feuilleton dialogue avec les problématiques de la presse et de l'actualité, dans une culture de masse ancrée dans cette civilisation médiatique qui s'invente au XIXe siècle. On voit combien, à travers des sujets répétitifs et des conventions stéréotypées, l'affiche de roman feuilleton nous offre une fenêtre sur la culture du XIXe siècle. Cette puissance de signification, l'affiche la doit d'abord à sa nature d'objet médiatique et commercial au cœur des dynamiques de cette nouvelle culture de masse. Média de la rue lié à la fois à la presse et au commerce, l'affiche de feuilleton est prise dans un vaste système médiatique qui mobilise d'autres supports, les livraisons gratuites, les journaux, etc., et des réseaux de distribution, les merceries, les kiosques à journaux, les librairies, des réseaux de distribution, mais la rue elle-même, très nombreux, qui s'articulent. Sa recherche d'efficacité la conduit également à recourir à des conventions qui débordent vers d'autres modes d'expression. Le mélodrame, le théâtre, la peinture d'histoire, le fait divers, et vers d'autres formes de fiction comme les récits factuels, les informations, les faits divers. À chacun de ces niveaux, elle absorbe et reformule des systèmes de signification, des systèmes de stéréotypes qu'elle synthétise pour les rendre lisibles immédiatement. À l'aube de la Première Guerre mondiale, les affiches de cinéma entreront elles aussi en dialogue avec cet imaginaire transmédiatique dont elles absorberont à leur tour les conventions, comme en témoigne cette affiche qui retrouve, vous le voyez, la scène type de l'enfant élevé, ou celle-ci qui joue sur le même jeu de l'enfant perdu. C'est parce qu'elle mobilise l'ensemble de ces imaginaires pour mieux séduire le badaud que l'affiche nous permet d'entrevoir certaines caractéristiques des imaginaires sociaux du XIXe siècle. Le mode de représentation mélodramatique de la réalité, l'articulation entre sphère privée et sociale, l'imaginaire de la déchéance, qui sont des obsessions du XIXe siècle. À travers l'affiche, et parce qu'elle est une des expressions de la culture de masse qui s'invente à la Belle Époque, on peut mesurer l'importance des médias de masse dans l'identification de certains modes de représentation de la réalité partagés à une même époque. J'espère que cette présentation vous en aura convaincu.